Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tourné d'épisode d'Instant Lecture, pourtant j'ai continué à lire. Enfin bref, c'est parti pour 5 idées de livres pour les prochaines semaines. Le premier, c'est un roman qui s'intitule, c'est une date. Son titre, c'est 1795 et l'auteur, alors je lis mes notes parce que c'est long comme titre, comme auteur, Niklas Nat Ojdag. Je me suis clairement enflammée en lisant la 4e de couverture. J'étais partie à fond sur ce livre-là, sauf que déjà c'est le 3e tome d'une série. Bon, voilà, j'avais pas forcément lu correctement la 4e de couverture, ça me paraissait pas clair que c'était une série. Et à mon avis, il a été un peu trop bien vendu sur la 4e de couverture. Bref, toujours est-il que le fait qu'il s'agisse d'une suite, et ben, c'est pas forcément gênant parce qu'on comprend très bien le déroulé de l'histoire, c'est pas pénalisant de ne pas avoir lu les épisodes précédents. Ça, c'est pas grave. J'avoue néanmoins que le nombre astronomique de personnages a vraiment complexifié la lecture. Alors là, pour le coup, peut-être que le fait d'avoir lu les livres précédents, on arrive mieux à situer qui est qui. Il y a vraiment énormément de personnages. Des simples, je veux dire, si on voyait ça sous l'aspect d'un film, des simples figurants, l'auteur nous donne leur nom, prénom. Alors je trouve que ça noie un petit peu l'histoire, ça devient par moments très compliqué à suivre de savoir qui est qui, est-ce que ce personnage-là il est important ou pas, c'est pas toujours très clair. Globalement, ça a été trop d'infos pour mon petit cerveau, mais ça c'est peut-être un problème tout personnel. L'histoire, il s'agit plus ou moins d'une enquête qui se passe pendant la Révolution suédoise. C'est l'histoire en fait d'une femme qui détient la liste des personnes qui sont conspirateurs en fait, qui cherchent à lutter contre le pouvoir en place. L'écriture en tant que telle, elle est vraiment magnifique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre avec une si belle plume, une plume très classique. Et c'est pas négatif le fait de dire classique, hein, vraiment une très belle plume, comme les entre guillemets les vieux auteurs français. Enfin vraiment voilà, une très belle écriture. Par contre là où j'ai beaucoup moins accroché, c'est que l'histoire en tant que telle, elle m'a pas emballée. J'ai pas adoré le contenu, la forme est magnifique, le contenu, je suis beaucoup moins fan. J'ai trouvé que l'enquête, elle se traînait en longueur. Et pour autant, la description de l'environnement, la description des situations, du cadre de paysage, etc., j'en ai trouvé très peu. Alors c'est vraiment bizarre parce que d'habitude, une histoire qui traîne en longueur, c'est parce que l'auteur a fait le choix d'avoir beaucoup de descriptions dans son texte. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc j'ai été un peu frustrée parce que pour le coup, j'aime bien les histoires où il y a aussi beaucoup de descriptions. Moi, ça me gêne pas. Voilà, des Victor Hugo, Émile Zola, etc., où il y a beaucoup de descriptions d'environnement, à la limite, c'est même plaisant parce que ça permet de se plonger dans le cadre de vie. Là, pour le coup, très peu de descriptions et finalement, l'enquête, elle avançait pas. Donc, j'ai pas compris. Et pourtant, le livre, il est super épais. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que l'écriture, j'ai vraiment adoré le style d'écriture. C'est dommage et je me suis tellement ennuyée en fait que j'ai même pas envie de découvrir les tomes précédents. Donc bravo pour l'écriture, mais tant pis pour l'histoire. Affaire à suivre. Deuxième livre, deuxième ambiance. Là, il s'agit plutôt d'une thèse, d'un récit, d'un témoignage. Un témoignage, c'est ça. Le titre, c'est La face cachée de la robe et ça a été écrit par Anaïs de la Pallière. L'autrice nous livre son ressenti suite à ses études de droit et à son début de carrière dans un cabinet d'avocat. J'avoue tout de suite que je n'ai lu qu'une trentaine de pages avant d'abandonner. J'ai jeté l'éponge au bout d'une trentaine de pages. Ça, pour le coup, chapeau. C'est la première fois où j'abandonne aussi vite un livre. Déjà, abandonner un livre, c'est rare. Et aussi vite, je crois que je ne l'ai jamais fait. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Parce que le témoignage, c'est que du négatif. Alors, je veux bien qu'il y ait des choses qui ne plaisent pas dans un environnement de vie, dans une histoire, mais il y a toujours... Voilà, ça manquait absolument, ça manquait de nuances et j'ai trouvé ça absolument dommage. Les premiers chapitres que j'ai lus, c'était que du négatif. Et quand je dis que du négatif, c'est absolument que du négatif, sans aucune subtilité, sans aucun compromis. Tout était noir. Alors effectivement, il y a certainement des points, des choses à améliorer dans le monde du droit, quel que soit le domaine d'activité. D'ailleurs, il n'y a aucun métier où tout est rose, où tout est magnifique, où il n'y a rien à améliorer. Donc
La critique, elle s'entend, mais pour qu'une critique s'entende, et notamment pour des lecteurs non avertis, il me semble indispensable aussi de parler des points positifs, des choses qui vont bien. Sinon, c'est juste un cahier de doléances pour moi qui est imbuvable. Si c'était aussi noir, personne ferait du droit à mon sens, donc ça manquait vraiment de cette nuance, de reconnaître les choses qui sont agréables, les choses qui sont positives. Ce qui me fait rire, par exemple, dans les anecdotes, c'est que l'autrice se plaint de payer 1500 € pour 6 mois d'études. 1500 €, c'est le prix qu'on paye pour faire 2 jours de formation, voire une semaine grand maximum. À mon sens, c'est pas si cher. Elle se plaint de n'être payée que 2400 € en étant stagiaire. Pour le coup, j'ai fait des études aussi, bac+5, stagiaire, nous on était payé 430 € par mois, le strict minimum légal, en faisant des heures. Alors voilà, je pense que ça manque, j'ai l'impression que c'est un livre un peu, je vais dire, enfantin, quelqu'un voilà, qui fait un caprice parce qu'elle n'a pas absolument tout ce qu'elle veut et que c'est absolument inadmissible. Dans la vraie vie, c'est pas ça, il y a toujours une double facette sur une pièce, il y a du pour, du contre, il y a du noir, il y a du blanc, du positif, du négatif, et c'est pas que pessimiste, noir, non, ça passe pas. Donc j'ai vraiment pas du tout accroché ce livre, j'ai laissé tomber au bout de quelques pages. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé connaître l'envers du métier de la robe d'avocat. Pour le coup, j'étais intéressée de connaître les points à améliorer, mais également de connaître aussi ce qui va bien, parce que c'est pas tout noir. Donc j'ai abandonné, et c'est dommage parce que j'étais vraiment partante pour découvrir ce monde-là que je connais pas forcément. Si vous avez lu ce livre jusqu'au bout, ce témoignage, eh ben, je serais bien curieuse de connaître la suite. Donc n'hésitez pas à me partager la suite, je serais très intéressée. Troisième livre, troisième ambiance, il s'agit d'un roman fantasy qui s'intitule La passeuse de mots et qui a été écrit par Alric et Jennifer Twice. Le personnage principal s'appelle Arya Rosenwood et son monde bascule le jour où la guerre déferle sur son pays. Donc la pâtissière voit c'est une pâtissière à la base, elle voit son monde complètement chamboulé, elle s'enfuit et son destin va basculer au moment de la fuite et elle va se rendre compte que finalement elle a un futur qui l'attend, qui est vraiment très très particulier et qu'elle a un don, notamment avec les mots. Sa mission, elle est de sauver son pays, son royaume, Helios, du chamboulement qui l'attend grâce à la magie des mots. Alors ça peut paraître simple en apparence de sauver son pays avec les mots, sauf que la jeune Arya va être amenée à parcourir les 4 coins du royaume pour découvrir les mots magiques, les amadouer et apprendre à s'en servir. Alors forcément, elle a des compagnons qui vont se joindre à son aventure, elle va rencontrer des déboires, des méchants, etc. Ça reste un livre fantasy pour ados, jeunes adultes. Franchement, j'ai toujours du mal à mettre des âges sur des livres, ça peut se lire à n'importe quel âge, finalement, un livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire parce qu'elle est vraiment originale, en fait, sur l'approche. La magie des mots, etc., je trouve ça vraiment sympa. C'est un thème qui change du quotidien de l'univers fantasy. Il s'agit d'une série, là c'est le premier tome, il y a des suites, pour l'instant j'ai pas lu les suites, je pense que j'essaierai de trouver les suites, mais je suis un peu mitigée parce que, en fait, si l'environnement décrit est vraiment sympathique, j'ai trouvé que l'histoire elle traînait quand même un peu en longueur. Il y a des moments où on est vraiment dans les réflexions d'Arya et ça dure, pardon, le téléphone. On est dans les réflexions d'Arya et ça dure, ça traîne en longueur en fait. Donc c'est un gros livre avec des morceaux où on aurait pu réduire sans pour autant casser la magie en fait de l'histoire. Le récit, ce qui est particulier, il y a vraiment des à-coups. Il y a des moments où ça va très très vite, comme les romans fantasy pour les jeunes lecteurs où il y a besoin d'action, de rebondissement, de péripéties. Et il y a des moments où ça cale et on trouve le temps long, malgré le fait que j'aime les descriptions. Donc c'est assez particulier. J'ai vraiment l'impression que le fait que ça a été écrit à 2 auteurs, je me demande si c'est pas le fait que l'un était assez rapide pour faire passer à l'aventure et l'autre un peu plus lent dans la rédaction. C'est peut-être ça, j'en sais rien du tout. C'est une hypothèse. Toujours est-il que les à-coups voilà, à cause de ça, je me pose la question de découvrir la suite. Mais en tout cas, le thème en tant que tel, j'ai vraiment beaucoup apprécié. 4e livre, 4e ambiance. Alors,
l'épisode là, pour le coup, on est vraiment sur un côté très hétéroclite, très ouvert sur les styles. Là, il s'agit d'un roman biographique, semi-autobiographique. Alors, l'intitulé, c'est Le Palanquin des larmes et ça a été écrit, co-rédigé par Cho Ching Lee. Donc, Cho Ching Lee, c'est la femme qui est le personnage principal de cette histoire, c'est sa vie. Et ça a été rédigé, en fait, coécrit avec un autre auteur qui lui a prêté sa plume. C'est un récit donc autobiographique, hein, globalement, même si c'est pas elle qui l'a écrit directement avec ses mains à elle. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est mon coup de cœur pour cet épisode-là. Pour tout vous dire, ce livre, il traînait sur mon étagère depuis près de 20 ans, voire peut-être même plus. Il traînait sur l'étagère et je ne l'avais pas lu parce que en lisant en diagonale la 4e de couverture, pour moi c'était un roman complètement fictif et ça me semblait être un récit un peu à l'eau de rose. J'ai eu totalement faux, heureusement que j'ai sorti ce livre de l'étagère, parce qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment un roman autobiographique, c'est l'histoire en fait d'une jeune chinoise qui nous raconte son quotidien et c'est vraiment ultra prenant. L'histoire, donc c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Cho Ching Lee qui a été mariée de force à 13 ans. Ça se passe pendant l'époque de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Elle nous raconte son quotidien dans une Chine qui a un fonctionnement quasi féodal encore à l'époque et qui va connaître tous les bouleversements ultra rapides qui font que la Chine d'aujourd'hui est une puissance en termes de numérique, etc. Enfin, elle a connu le développement culturel, le développement industriel en quelques années par rapport à nous qui l'avons connu sur plusieurs décennies. Donc elle nous raconte toute cette évolution sociétale, évolution culturelle, évolution technologique par son regard de jeune fille, d'adolescente, puis de femme un peu plus mûre. Elle nous raconte toutes ces péripéties-là. Elle nous partage également les mythes et légendes chinoises et ça c'est super intéressant. Elle nous explique tout le fonctionnement protocolaire, on va dire un petit peu, des familles chinoises. C'est super agréable à lire, on est très rapidement plongé en fait dans ce monde, dans cette Chine féodale finalement, mais qui n'est pas si vieille que ça. Donc c'était super intéressant. Sincèrement, je vous recommande ce bouquin-là. C'est un récit qui permet de relativiser nos petits problèmes du quotidien de nous occidentaux dans un pays où finalement on n'est pas si mal lotis que ça. Donc je vous recommande à 200% Le Palanquin des larmes. C'est un vieux livre mais qui vaut le coup vraiment. Le dernier livre, c'est la suite du Palanquin des larmes. Ça s'intitule Concerto du fleuve jaune. Ça a été écrit cette fois-ci par Cho Ching Lee. Je l'ai un peu moins apprécié. Alors, il est toujours très bien. Il fallait un coup de cœur, il a fallu faire un choix. Le concerto du fleuve jaune, ça commence à la période où Cho Ching Lee va arriver en France. Donc c'est l'histoire en fait de son intégration dans notre pays. Elle nous raconte son intégration, elle compare le mode de vie français avec le mode de vie chinois qu'elle a connu pendant de longues années. Et cette fois-ci, elle apporte un regard un peu plus adulte en fait à l'expérience qu'elle a eue, son expérience personnelle, que ce soit en Chine ou en France. Elle a mûri et elle nous raconte tout ça de façon toujours très simple. C'est vraiment super intéressant, toujours entrecoupé par des contes et légendes chinoises. Si j'ai préféré le tome 1, ce tome-là, il reste vraiment très agréable et super intéressant. Il s'agit d'une biographie de quelqu'un qui a vraiment quelque chose à raconter. C'est pas l'autobiographie de je ne sais qui a une vie finalement complètement normale et qui cherche à enjoliver les choses. Là, c'est vraiment ultra prenant. Les deux livres, vous pouvez les lire de façon totalement indépendante l'un de l'autre. Dans le Concerto du fleuve jaune, elle fait des rappels au Palanquin des larmes, donc des rappels à son passé, mais elle réexplique le pourquoi des choses. C'est pas forcément redondant, même si vous avez déjà lu le Palanquin des larmes auparavant. Voilà, je vous conseille ces deux livres-là avec la préférence quand même pour le Palanquin des larmes, parce que finalement, ça nous décrit des choses qu'on ne connaît pas du tout en France, alors que l'intégration d'un étranger en France, c'est un peu plus parlant, c'est un peu plus contemporain. Donc j'ai vraiment accroché à fond sur le premier. Je vous conseille néanmoins les deux. Et idéalement, si vous lisez les deux, je vous incite fortement à les lire dans l'ordre pour comprendre tout le cheminement de vie de Cho Ching Lee et comprendre également son changement de philosophie, de mode de pensée, de mode de vie.
Voilà pour aujourd'hui, pour ces 5 idées de lecture. J'espère que ça vous donnera envie de sortir un livre, vous voyez, n'importe lequel, peu importe le style, ça fait toujours du bien de sortir de notre quotidien à travers la magie des mots. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille Citron.